à la tête de leur famille et de leur communauté. Mais qui est-ce qui nous voit et qui est-ce qui nous entend? Il y a un besoin d'action transformative pour assurer que les femmes aient une voix, mais pas seulement dite, mais aussi écoutée et prise sérieusement, surtout prise sérieusement. Même les femmes dans les plus hautes positions se sont senties comme je parle, mais personne ne m'écoute. Ceci est lié à mon genre, à mon âge. Et oui, c'est vrai, malheureusement, dans le monde, dans tous les pays, personne est libre, tout le monde est coupable. Et les économies vont souffrir si les choses ne changent pas, si les femmes et les filles ne sont pas à la tête. Il faut reconnaître les contributions des femmes lorsqu'on les paye de façon juste pour leur travail et pour qu'on évalue leurs besoins, les besoins des femmes pour la société. Nous devons augmenter l'accès au choix et à l'autonomisation dans tous les domaines, dans tous les pays. Les solutions sont normalement complexes, mais nous allons nous engager sur un agenda qui inclut la participation des femmes, surtout les jeunes femmes et les filles qui travaillent en partenariat dans les communautés, dans les corporations et les ONG pour des objectifs en commun. Voilà la façon de voir le vrai changement et faire de vrais progrès. Soyons sérieux et sérieuses sur l'affaire des femmes mondialement. J'attire l'attention de tout le monde, les femmes, les filles, les garçons, les hommes. Faisons-le ensemble pour faire un monde meilleur. Merci. Merci, Son Excellence Présidente Kayolad. Malheureusement, nous sommes trop nombreuses à savoir exactement ce que c'est que de ne pas être prises au sérieux et à se demander si c'est parce que nous sommes des femmes. Votre appel à agir ensemble est exactement ce dont nous avons besoin. Sur cette note, permettez-moi de présenter la table ronde présidée par la très honorable Helen Clark, présidente du conseil d'administration de la Nouvelle-Zélande et connue de beaucoup d'entre vous également dans de nombreux postes. Elle est un leader mondial du développement durable et de l'égalité des sexes. Je vous passe la parole, Hélène. Merci, Tikala, et merci pour les remarques de la présidente Kadiolad. Et merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Et avec cet excellent panel, nous allons rentrer plus profondément dans les questions que le président Kayolad a identifiées. Nous vivons dans une période choquante à la PMNCH. On parle de la crise climatique, du COVID et des conflits. Et tout cela ensemble nous donne un impact qui provoque des enjeux et nous nous concentrons surtout sur le développement durable et sur l'égalité des genres et aussi ces objectifs qui sont au centre du forum à New York. Je veux aussi ajouter aux 3D un autre C qui est la Cour suprême, le tribunal suprême des États-Unis qui ont enlevé le droit constitutionnel à l'avortement, le droit des femmes à l'avortement et toutes ces ondes de choc qui s'étendent bien au-delà des frontières du pays et entravent la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous sommes très préoccupés. Et comme la présidente Kirsty a dit, nous sommes presque à la moitié de la période pour atteindre ces objectifs. Et nous sommes plus que la moitié. 2030 et dans 8 ans. Et c'est le moment vraiment de travailler plus profondément pour ces objectifs de développement durable. Nous avons fait le mi-parcours et nous ne sommes pas en train de faire les efforts à la vitesse nécessaire dans certains domaines
Et il y a tous les mêmes défis dans le monde entier. Par exemple, plus d'une femme sur quatre âgée de 15 ans ou plus a été victime de violences physiques, sexuelles de la part d'un mari ou d'un partenaire intime au moins une fois dans sa vie. C'est choquant, cela. Vraiment, c'est une question fondamentale à nous concentrer. Il n'y a pas d'égalité de représentation et bien sûr, quand on voit les gouvernements dans le monde, moins de 1% des conseils d'administration des organisations mondiales de santé sont occupés par des femmes. Et Global Health 50-50 est le partenaire aujourd'hui et ils ont dit qu'ils ont vu que vraiment moins de 1% des postes des conseils d'administration sont occupés par des femmes dans des pays à faible revenu. En comparaison, 44% de tous les sièges sont occupés par des hommes de pays à revenus élevés. On ne va pas prendre les meilleures décisions s'il n'y a pas plus de femmes dans ces postes de décision. Il faut surmonter ces barrières. La présidente Christie a parlé des chiffres de l'écart entre les hommes et les femmes. Mais avant la pandémie, c'était déjà choquant que les femmes devaient déjà attendre 90 ans, 99 ans avant de pouvoir jouir de la pleine égalité avec les hommes. Et les effets du COVID-19 ont augmenté l'attente de près de 40 ans, selon les estimations du Forum économique mondial. Ce n'est pas acceptable du tout. Nous devons agir. L'action est urgente. Aujourd'hui, cette séance va parler de choix, voix et autonomie qui sont sous attaque pour les femmes et nous devons agir. Nous savons que l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes sont absolument essentielles pour le progrès. Et l'ODD 5 est en train d'être révisé. Et on va espérer que les États membres vont reconnaître qu'il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Donc, nous avons un panel que j'invite à partir de ma place virtuelle pour comprendre ce que nous devons faire par rapport à l'égalité de genre et quels sont les rôles potentiels des femmes pour que le monde soit remis dans le cours dans le bon chemin vers les objectifs de développement durable de 2030. Nous allons parler à Anita Bhatia, sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe de l'ONU Femmes, aussi Gabriela Cuevas-Baron, coprésidente du comité directeur UHC 2030, présidente honoraire de l'UIP, Lois Pass, secrétaire adjointe aux affaires mondiales du département américain de la santé et des services sociaux, Moira Forbes, vice-présidente exécutive du magazine Forbes, Mohamed Ali, fondateur de NAFAS National, l'activisme de jeunes dans la campagne Génération Égalité Tunisie, et Diane Keita, secrétaire générale adjointe et directrice exécutive adjointe de UNFPA. Merci de vous joindre à nous tous. Anita, si vous pouvez prendre la parole, évidemment, vous avez un rôle critique dans le travail pour l'égalité de genre. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment et quelles sont les actions les plus urgentes que vous voulez aborder et que les pays doivent vraiment se concentrer pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité et d'autonomisation pour les femmes? Merci beaucoup, Hélène. Et merci à tous les participants et à toutes et toutes les invités. Et j'ai l'occasion de partager quelques réflexions avec vous. J'aimerais commencer en vous donnant des faits importants. Comme vous avez dit,
c'est l'occasion où les objectifs de développement durable sont révisés. Mais je pense que c'est important de partager des informations très importantes qui ont fait partie d'un travail de recherche sur les progrès que nous avons faits. Un sur chaque 15 pays est très loin d'atteindre les objectifs et au moins un tiers des indicateurs de ODD 5 nous montrent que tous les différents indicateurs sur les ODD 5, et il y en a plusieurs, seulement un indicateur est un peu proche d'atteindre le but. Et c'est très intéressant. Ceci est lié à la participation des femmes parce que l'objectif où il y a eu certains mouvements et nous sommes un peu satisfaits, ce sont les postes qui ont des femmes à la tête. Aujourd'hui, ceci représente 36. On n'est pas en parité, mais il y a du progrès quand même. Contrairement à d'autres indicateurs, les pays ne font pas de progrès, le progrès nécessaire. Et il faut une action politique et l'engagement très osé pour vraiment augmenter le rythme de ce changement. Et en 2022, les postes gouvernementaux tenus par les femmes ont doublé, mais ceci n'est pas encore suffisant. Comme vous l'avez dit, Hélène, ce qui me préoccupe aussi, bien sûr, nous ne pouvons pas avoir cette conversation aujourd'hui sans parler des reculs sur les droits sexuels et d'autonomisation des femmes. Et en ce qui, euh, en ce qui concerne l'autonomie de leur propre corps, c'est une tendance très choquante. Et il faut avoir l'action politique des pays dans le monde entier pour assurer que ce que nous voyons dans certains pays ne soit pas répliqué dans d'autres pays. Et ceci ne peut être fait que si nous nous assurons que ces droits sont assurés. Et je suis contente de voir que certains pays ont dit qu'ils vont vraiment assurer les droits constitutionnels par le biais de l'action juridique. Nous ne savons pas lorsque nous aurons ce recul. Hier, j'ai accompagné cette discussion sur Twitter et les gens parlaient de comment euh, personne ne croyait qu'on pourrait avoir ce type de contexte que nous vivons. Mais c'est le monde où nous vivons maintenant. Et c'est remarquable que la fiction est devenue la réalité. Et il faut qu'on assure que la fiction ne devienne pas la réalité dans d'autres parties du monde. Et l'autre chose que j'aimerais dire et qui me préoccupe, c'est quand nous voyons l'encouragement économique pendant la pandémie de COVID et que nous voyons aujourd'hui avec ce qui se passe avec la crise de l'inflation alimentaire et de carburant, nous voyons que les actions gouvernementales pour répondre à la crise, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que ceci a été fait pour l'autonomisation et l'égalité de genre? Non. Nous avons analysé avec l'UNDP quel a été le focus de stimulus, d'action et de paquets. Très peu de choses a été fait. C'est très difficile de mettre les femmes au centre des politiques, mais il faut prendre l'égalité de genre sérieusement. Et la troisième chose que je pense que nous devons être préoccupés, c'est la pauvreté pour les femmes et les filles, parce que ceci va laisser en arrière toute une génération de filles. Si nous n'agissons pas très, très vite pour faire face à ces problèmes, pour que les filles et les femmes puissent avoir leur rôle dans la société. Je vais conclure en disant, Hélène, que si je dois nommer les trois principales choses, ça serait les droits de reproduction des femmes, les encouragements économiques et politiques concentrés vers les femmes pour que le genre soit le principal sujet et le troisième, combattre la pauvreté. Et juste pour conclure,
Je vais dire, si on n'a pas plus de financement vers l'agenda, l'ordre du jour de l'égalité de genre, on ne va jamais atteindre cet objectif d'égalité de genre. Parce que l'une des choses que les femmes ONU ont vu, c'est que le financement, soit privé ou public, vers l'égalité de genre n'est pas suffisant. Et ceci doit changer. Merci beaucoup, Hélène, et je vous repasse la parole. Merci. Merci, Anita. Trois points fondamentaux qui se concentrent évidemment sur la santé reproductive et les droits des femmes et des filles qui sont tellement essentiels. Un point très important sur l'encouragement euh, pour faire face aux problèmes de la pandémie. On a vu quelques réponses, mais il faut avoir plus de projets. Et on a vu que les problèmes des femmes ont augmenté pendant la pandémie. Il faut inclure les femmes dans les prises de décision. Qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour vraiment avoir plus d'autonomisation? Et vous avez souligné aussi que la question de la pauvreté est très préoccupante. Il y a des millions de filles qui ne sont pas retournées à l'école après que les écoles ont été fermées à cause de la pandémie. Et aussi, l'appauvrissement des familles est une question majeure. Donc, trois points d'action fondamentaux sur lesquels nous devons nous concentrer. Merci. Vous pouvez intervenir à tout moment. Bon, je passe maintenant la parole à Gabriela Cuevas-Baron, coprésidente du comité directeur UEHC 2030, présidente honoraire de l'Union interparlementaire de l'UIP. Gabriela, il y a 3 ans, depuis que les leaders de l'ONU se sont retrouvés et dès lors, il y a eu la pandémie. Et si nous nous concentrons sur l'accès des femmes aux soins de santé sexuelle et reproductive dans un certain nombre de pays, nous voyons que c'est très, très difficile d'atteindre la couverture équitable en tant que, dans plusieurs pays. Donc, Gabriela, en tant que leader du mouvement UHC 2030, quelle serait votre recommandation principale pour faire progresser l'équité entre les sexes au sein de la CSU? Et comment les partenariats mondiaux pour la santé peuvent-ils finir plus efficacement pour aider à accélérer les progrès? Merci beaucoup, Hélène. Merci de m'avoir invité pour ce panel très intéressant. Maintenant, plus que jamais, il faut assurer que les femmes aient un poste de direction, mais ceci n'est pas assuré. Pour beaucoup de femmes, c'est une question de vie ou de mort. Nous devons faire tout ce qui nous est possible pour empêcher qu'il y ait un recul dans les politiques et pour assurer que les femmes et les filles aient accès à plus, pas à moins en termes de droits. Nous voulons croire que le 21e siècle a amélioré les droits des femmes, mais 2,5 milliards de femmes et de filles sont toujours discriminées par les législations des pays. Les leaders femmes ont le pouvoir d'exiger ces changements pour protéger les intérêts des femmes partout. Oui, seulement 25 des femmes à la tête des têtes de gouvernement sont des femmes. Mais en même temps, ces 25 de femmes dans les gouvernements, elles sont dans une position fondamentale pour avoir plus d'action et pour avoir plus d'autonomisation, pour agir et être au cœur de toutes les décisions, particulièrement au cœur de la couverture universelle de santé et la capacité aussi d'avoir un rôle actif dans la prise de décision. Elles peuvent aussi exiger que la société civile et la participation des communautés soient institutionnalisées.
et reconnue et faire en sorte que l'on puisse surveiller les solutions et les actions. Ceci ne doit pas dépendre d'une volonté politique. Ceci peut être un processus formel autour de la sphère politique et il faut démocratiser le processus pour que tous les niveaux gouvernementaux puissent agir pour ses priorités et ses besoins. Les femmes leaders doivent lutter pour adopter des objectifs de couverture de santé universelle. Oui, nous pouvons parler beaucoup de la pandémie, mais peut-être nous n'avons pas appris la leçon. Nous devons prioriser les dépenses publiques et pour qu'elles se concentrent sur la santé et les droits des femmes et des filles, et bien sûr aussi le service de santé primaire. Et aussi pour que les femmes leaders puissent contribuer dans plusieurs domaines. À UHC 2030, on a fait une révision des engagements et ce document a montré qu'un grand nombre des populations ont des défis qui vont au-delà des services de santé. Donc, les agents de la santé doivent travailler plus près avec tous les secteurs pour opérationnaliser leurs engagements. Les leaders politiques femmes doivent avoir une approche au sein des secteurs, mais aussi à l'extérieur des secteurs. Elles peuvent assurer que la couverture de santé universelle soit priorisée comme un engagement à tous les niveaux de gouvernement et pour toute la société, pour que les personnes puissent avoir accès à ces services indépendamment de leur genre, mais aussi de leur statut socio-économique, de leur religion, de leur âge, etc. Et en nous concentrant dans des populations qui ne sont pas desservies, on doit s'assurer que personne n'est laissé de côté et que les objectifs remplissent les besoins de toutes les populations. Les conditions des travailleurs de la santé sont un autre problème et les femmes peuvent avoir un rôle très important dans ce domaine. Les femmes représentent la grande majorité des travailleurs de la santé. Et en assurant que ces femmes, en tant que travailleuses, aient une participation active dans la prise de décision et en incluant leurs participants, leur participation et leurs connaissances, elles peuvent contribuer avec des solutions et aider tous ces travailleurs et ces travailleuses de la santé à améliorer leurs conditions de travail partout dans le monde. Ceci est un objectif clé. Si le service de santé devient une réalité pour tout le monde. Et aussi, il faut assurer les droits fondamentaux et assurer des conditions de travail et un salaire juste pour tous et surtout pour toutes. Les leaders politiques femmes peuvent avoir un rôle de soutien des conditions de travail. Si nous comprenons qu'à la fin des comptes, la couverture de santé universelle est une décision politique, parce que ceci veut dire la législation, le budget, la responsabilité. À la fin, il s'agit d'être vraiment à la tête. Et donc, les femmes à la tête des gouvernements, elles peuvent avoir l'engagement pour faire que l'égalité, surtout dans le service de santé, soit une réalité dans le monde entier. Bon, par rapport au partenariat, nous, chez UHC 2030, c'est très important parce que nous devons aligner nos efforts pour l'objectif commun de la couverture universelle de la santé. Si nous voulons de la santé pour tous et pour toutes, il faut atteindre nos idéaux de développement durable. Et notre approche va nous aider à identifier les principes et à appuyer de façon plus efficace
Et en 2023, nous aurons la réunion sur ce sujet-là et ce sera une excellente opportunité, une excellente occasion pour assurer la prioritisation de services de santé universels et pour que personne ne soit laissé de côté. Et tous les objectifs de développement durable peuvent se bénéficier pour ce sujet de la santé pour tous. L'action collective est le meilleur à faire pour assurer l'inclusion et la participation des communautés et engageant les parties prenantes pour la prise de décision et pour la prise d'action. En résumé, nous sommes plus forts et plus fortes ensemble. Si nous pouvons travailler comme une équipe et travailler dans la même direction avec le même message, nous allons répliquer tout d'abord le besoin d'avoir la santé pour tous et toutes. Deuxièmement, pour être suffisamment préparés dans le cas d'une pandémie ou bien de qu'est-ce qui puisse se passer au niveau d'un pays ou d'une communauté. Mais il faut comprendre que sans les services de santé, une famille ne peut pas bien vivre. Sans la santé, une famille ne peut pas donner à leurs enfants les meilleures conditions. Ceci veut dire la différence entre la vie et la mort. Et la couverture universelle de la santé doit être donc une priorité pour les leaders femmes partout dans le monde. Merci beaucoup et à toutes les participantes et les participants. Merci beaucoup, Gabriela, de votre contribution. Il faut vraiment avoir cette question de la santé universelle au cœur de nos décisions. Je passe la parole maintenant à Lois Pass, qui est assistante secrétaire aux affaires mondiales au département américain de la santé et des services sociaux. Dans ce poste et dans tous les postes, euh, vous nous avez représentés à toutes dans la récente décision de la Cour suprême des États-Unis. Et allons parler un petit peu des implications que vous voyez pour tous les pays et toutes les régions du monde, et aussi pour l'assistance américaine, pour réfléchir ce dont nous avons besoin de faire pour que la décision choquante prise par les États-Unis ne se répande pas partout dans le monde et ne fasse pas reculer les droits des femmes. Je vous passe la parole, Loïc. Merci, Hélène. C'est un plaisir de vous voir. Merci à l'organisation pour organiser ce panel. Et pour moi et pour beaucoup d'entre nous, comme vous l'avez dit, j'ai été très affectée par cette décision de la Cour suprême et l'émotion est partagée par tous les gens avec qui j'ai parlé. D'autres conversations que j'ai eues après cette décision choquante. Et ceci démontre comment ce droit et ces droits fondamentaux sont très faibles et ne sont pas suffisamment forts. Donc, et comment nous pouvons éviter cette tendance de perdre les droits déjà conquis. Et d'un autre côté, je veux aussi dire, pour répondre à votre question plus directement, qu'il ne s'agit pas seulement des femmes aux États-Unis, mais dans le monde entier, la question de la santé reproductive des femmes, mais aussi c'est une question qui atteint les leaders, les femmes leaders. Est-ce qu'on a pu avoir cette conversation de la façon dont on aurait dû le faire? Je pense que nous devons agir et assurer le droit fondamental à la santé dans ce pays, dans tous les pays. Et aussi, cette décision a eu un impact très grand et peut-être nous devons vraiment agir plus fortement. Et c'est difficile de ne pas voir et de ne pas ressentir ceci sans et on n'a pas toujours le droit de parler. Comme une femme, en tant que femme aux États-Unis,
mais aussi en tant que femmes dans le monde entier qui sont affectées par ces décisions. Donc, notre président est très clair. Nous savons que euh, il y a un risque aux femmes aux États-Unis et c'est pour cette raison que nous avons pris l'action pour protéger les droits fondamentaux de la santé, y compris un avortement en sécurité. Il faut prendre une action très claire pour éviter donc ce recul dans les droits des femmes. On a cette force de travail de femmes pour protéger les femmes avant tout et elles méritent cet accès à la santé fondamentale et nous voulons traiter et aborder leurs droits et leurs besoins et éviter la discrimination et pleinement faire en sorte qu'elles aient un rôle dans la société et qu'elle ait à leur disposition tout ce dont elles ont besoin et aussi fournir l'accès aux médicaments pour l'avortement. Ceci est permis par la loi. Donc, au département de la santé, nous prenons des mesures pour protéger et offrir aux femmes des États-Unis et au-delà de ce pays. Et c'est très clair, comme vous l'avez dit, Hélène, les implications mondiales de cette décision en termes de changer potentiellement les esprits et les cœurs pour éviter qu'il y ait un recul à propos des droits fondamentaux et sexuels des femmes. Une chose est très claire après cette décision. La question que nous avons à propos du financement aux États-Unis, et il y a une question de la planification de l'assistance de santé, si ceci sera affecté par cette décision. Et nous voyons clairement que cette décision ne change pas notre position et notre politique. Et donc, nous savons que les politiques précédentes ont, ont mis ce financement à risque, mais cette décision ne change pas ce que les États-Unis peuvent faire ou ce qu'ils peuvent financer à propos de la santé universelle dans le pays et dans le monde. Et on a pu investir et faire des partenariats pendant des décennies. Un autre point très important aussi et très pertinent à cette conversation, c'est que la posture des États-Unis ne change pas dans nos relations par rapport aux relations de l'ONU et aussi par rapport aux droits des femmes et la défense des femmes. Donc, c'est un souci, c'est une préoccupation des États-Unis. On va continuer à être un leader et un défenseur des droits à la santé et, universelle et reproductive des femmes et des filles. Et on va continuer à être des partenaires dans ces efforts, particulièrement dans la politique. Et j'espère que nous soyons euh, écoutés. Et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs sans vraiment aborder les besoins et savoir que sont ces besoins. Et il faut assurer le droit à la santé universelle. Donc, dans les ODD 5 et aussi d'autres objectifs, il faut assurer que nous assurons les droits de santé et de reproduction des femmes et des filles. Ceci inclut aussi le fait de faire attention à la diversité et assurer l'égalité de genre au sein des communautés et aussi assurer les droits des communautés LGBTQI+. Et bien sûr, ce sujet et ces efforts sont certainement inclus dans ce débat. Donc, j'espère que
je- je- j'ai pu contribuer et je ne veux pas conclure sans souligner les efforts de tellement de femmes qui sont en train d'agir et dans le monde entier pour assurer ces droits. Et c'est essentiel vraiment de, de mettre en place des programmes, mais aussi d'assurer qu'ils soient offerts à tous et à toutes. Et il y a plusieurs personnes qui font partie de ce progrès. Et j'ai beaucoup d'espoir que nous puissions voir beaucoup plus d'équilibre entre les femmes et les hommes dans la prise de décision. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Loïs. Et vous avez raison, ce mouvement, cette décision de la Cour suprême, on peut le sentir au niveau personnel en tant que femme. On nous enlève un droit qui doit être fondamental et ceci nous rappelle que ceci est très fragile. Il faut continuer à lutter constamment, mais certainement, la décision n'a pas d'implication, je suis contente de le savoir, pour l'assistance et les partenariats et d'autres administrations et d'autres organisations euh, donc il faut continuer à entreprendre cette lutte. Maintenant, je passe la parole à Moira Forbes de l'organisation Forbes. Et Forbes a un sommet de pouvoir des femmes et le magazine fait un devoir d'attirer l'attention sur ce que les femmes peuvent accomplir dans les rôles de leadership. Donc, Moira, qu'est-ce que vous voyez? Qu'apprenez-vous à partir de cette organisation médiatique et où devons-nous encore voir plus de progrès à votre avis? Merci à Alain et merci à tous et à toutes de l'opportunité d'être ici aujourd'hui et de participer à cette conversation. Ce type de conversation, euh, on a pour dans Forbes, pour les femmes dans le monde entier. Et donc, quels sont les chemins et les défis et où et à quel point sont les progrès? Et vous avez mentionné aussi, Ellen, euh, on a aussi la liste des 100 femmes les plus puissantes du monde et où les femmes sont les leaders dans la scène mondiale et parfois où est-ce qu'elles ne sont pas. La liste est très ample et elle est dédiée aux femmes. Cette liste, c'est où nous faisons les changements nécessaires. Les femmes sont dans le monde entier, elles luttent pour assurer les droits et on voit plus de femmes qui ont des entreprises multimilliardaires et très important aussi, les femmes se dédient aussi à réduire l'écart de la différence de genre. C'est critique pour un dialogue dans le monde entier et dans tous les domaines autour de la situation des femmes d'aujourd'hui. Tout le monde se bénéficie quand les femmes sont au pouvoir et peuvent prendre des décisions, changer les perspectives et tout cela. Toutes celles qui ont intervenu avant moi, elles ont souligné que les femmes ont un pouvoir de changer le monde. Et donc, où sont les femmes aujourd'hui en termes de pouvoir? Il y a la crise qui nous montre la volatilité des progrès et il y a des déséquilibres et comment on peut changer les choses rapidement. Euh, donc, on peut nous demander euh, quelle est la situation des femmes en tant que leaders.
et toutes les étapes que nous devons entreprendre. Et la liste a montré depuis le début que dans certains domaines, on voit des reculs même dans cette quête pour la parité de genre. Mais ceci ne se reflète pas toujours dans les statistiques ou même dans cet article des 100 femmes avec le plus de pouvoir que nous avons toutes les années. Ceci montre les, euh, les défis pour l'avenir. Donc, dans la politique, bien sûr, la présence des femmes, elle, elle n'a pas changé, malheureusement. Mais nous avons vu pendant la pandémie que les leaders femmes, elles continuent à être très critiques dans leur participation et elles font vraiment la différence en termes d'action au sein des institutions économiques et au sein des pays. Mais nous n'avons pas suffisamment de femmes dans les postes de leadership. On voit plus et plus d'hommes dans la prise de décision et surtout les décisions politiques et économiques. Et donc, il faut qu'on ait plus d'opportunités pour les femmes dans tous les pays du monde. Aussi, dans le monde des affaires, si nous voyons les dernières 20 années, lorsque nous avons commencé la liste, nous nous concentrions sur les femmes qui étaient les premières. Le pouvoir était concentré surtout dans des industries plus spécifiques ou des postes spécifiques. Mais maintenant, les femmes sont des leaders dans des domaines qui avant été lidérés par des hommes en termes de leur représentation. Elles transforment les industries et elles sont à l'avant de la prise de décision et elles ont aussi l'opportunité d'avoir un impact sur des milliers de communautés de personnes. Et aussi les statistiques dans le monde des affaires par rapport au niveau de la présidence, c'est encore un peu décevant. Euh, Nous voyons des statistiques et des enquêtes, des sondages qui montrent où le pouvoir des femmes n'est pas une tradition. On voit des changements quand même pour trouver de nouvelles voies pour atteindre ces postes de leadership. Et l'influence des femmes se fait noter plus fréquemment et l'influence est vue sur plusieurs aspects pour changer l'ordre du jour mondial, par exemple, dans un événement comme aujourd'hui. Lorsque nous parlons de pouvoir, on voit le pouvoir des pays et des monnaies, mais nous devons voir d'autres types de pouvoir et d'influence. Et il y a des contextes surprenants et admirables pour que les femmes puissent être à la tête d'organisations de façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Et donc, il y a, il faut avoir l'esprit ouvert pour considérer le pouvoir dans tous les différents contextes. Et pour moi, ceci est très inspirateur et me rend très optimiste. Et donc, ces tendances ont établi l'opportunité pour que les femmes puissent prendre la parole. Et ceci me rend aussi optimiste. Le fait que nous ne voyons pas uniquement les statistiques des femmes dans les postes de pouvoir, mais on voit les causes racines. Lorsque nous avons commencé ce travail, nous nous sommes concentrés dans la recherche de pourquoi les femmes étaient critiques pour l'économie et l'autonomisation. Maintenant, cette conversation a changé et on voit les causes racines, les causes systémiques, les choses que la pandémie a ramenées à la surface, par exemple, par exemple le paiement, l'inégalité de salaire et toutes les conversations que nous avons dans le contexte économique et des affaires. Et aussi, ce qui me rend très optimiste, comment on regarde cette liste de femmes, des femmes au pouvoir. Il y a un effort concentré
pour voir des femmes qui se mobilisent pour changer les problèmes les plus importants du monde. Nous avons vu un changement dans plusieurs contextes et une union autour de l'égalité de genre. Mais ce n'est pas seulement les mouvements. Nous voyons plusieurs actions plus concentrées et en ce faisant, avec beaucoup d'urgence et avec une communauté de parties prenantes, non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, dans tous les domaines, se rassembler autour de ces questions. Donc, la réponse est, est-ce qu'il y a plus de pouvoir pour les femmes? Oui et non. Il y a un sens d'urgence et le pouvoir que les femmes ont est plus nécessaire que jamais en ce moment. Merci, Maura. Et en vous écoutant, je vois vraiment que nous faisons des progrès et les femmes participent à plus de rôles de pouvoir. Mais le moment est arrivé et nous devons regarder, nous devons voir comment les femmes, elles utilisent le pouvoir qu'elles ont dans les mains parfois. Par exemple, à la Cour suprême des États-Unis, elles peuvent utiliser leur pouvoir pour changer cette décision qui a été prise par rapport à l'avortement. Il faut être plus sélectif par rapport à quel type de leadership féminin nous voulons voir. Il ne faut pas perdre les opportunités. Il faut rassembler les forces pour l'action. Donc, c'est intéressant de réfléchir sur comment nous pouvons exposer ces actions. Mais je vais passer à Mohamed Ali Radawi, Ali, qui est le représentant national des jeunes pour le genre dans la campagne Génération Égalité en Tunisie. Et nous sommes très contents de vous avoir ici. Et parce que nous avons besoin d'alliés hommes dans notre agenda politique. Et donc, à partir de votre perspective sur l'égalité de sexe, qu'est-ce que vous voyez comme les luttes et les défis des femmes, des jeunes femmes pour soutenir la prochaine génération de dirigeantes en politique? Et est-ce que vous êtes là, Ali? Oui, je suis là. Merci pour cette présentation. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette réflexion avec ce groupe de femmes inspiratrices. Et c'est un privilège d'être ici, dans votre fauteuil virtuel, comme vous avez dit. Et la situation au Moyen-Orient et en Afrique, le contexte sociopolitique exclut systématiquement les femmes. Et il y a 11 ans, il y a eu une révolution en Tunisie et a inspiré toute une génération pour se faire entendre. Et c'est comment j'ai créé cette organisation pour défendre les changements et pour plus d'égalité dans tous les domaines et pour plus de mobilisation et l'inclusion des femmes et aussi pour les personnes LGBTQI+, et pour plus de stabilité financière et économique. Les jeunes femmes aujourd'hui, elles sont plus actives. Par exemple, aux États-Unis, il y a moins d'accès à la santé et elles ont perdu le droit à l'avortement. Mais en Afghanistan aussi, les femmes sont exclues. Et en Ukraine, les femmes subissent la violence sexuelle dans un contexte où les principales victimes des changements climatiques sont les femmes et les filles. Aujourd'hui, on voit le besoin de nous mobiliser dans le monde entier pour faire face à ces défis de nationalisme, de religion
les, euh, les conflits, les guerres, les changements politiques, la pandémie, les crises économiques, tout cela met à risque tous les droits qui avaient été conquis. Et ces droits ne sont jamais assurés. Il faut les défendre constamment. Pour moi, personnellement, ce n'est pas uniquement une question d'identité sexuelle. Être un homme non-binaire ou une femme, ceci ne change pas le fait que le patriarcat est toujours dominant dans plusieurs pays. Et comme un homme jeune, on voit les différences de communauté. Et il faut avoir une conscience de ces privilèges. Et aussi, il y a des normes de confirmation de la masculinité dans plusieurs communautés. Et il faut combattre cela aussi. Et aussi, il faut considérer le fait que personne ne peut être libre que si tout le monde est libre. Et le réseau pour la lutte d'égalité de genre, nous voulons agir pour l'égalité pour toutes et tous. Et notre activisme jeune est limité fréquemment par ces structures patriarcales et par le lobby. Parfois, on n'est pas invité à des sommets internationaux et on n'a pas souvent des opportunités. Et ceci est une raison de plus pour que les jeunes, aussi bien femmes et hommes, puissent avoir une action plus forte et pour que nous nous fassions entendre. On va parler aussi de la mobilité parce que c'est très important, un défi très, très important. Les activistes jeunes ne sont pas écoutés lorsqu'ils défendent le féminisme, par exemple, ou, ou les préjugés dans le monde. Il faut réformer aussi les restrictions politiques et donner la liberté de construire des mouvements. Merci. Merci beaucoup, Dali, de votre défense passionnée pour le droit des jeunes dans le monde. Il faut vraiment euh, qu'on s'unisse et pour défendre ces forums clés. Et on peut avoir plus d'espoir peut-être. Et aussi, je vais citer Simone de Beauvoir. Euh, on peut perdre les droits conquis des femmes très rapidement. Et vraiment, nous devons être fermes pour assurer ces droits. Comme je l'ai dit dans l'introduction, en dernier, mais pas du tout moins importante, c'est Diane Keita, directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. La dernière question pour vous, Diane. L'UNFPA est très familiarisée avec la navigation dans les défis qui accompagnent l'évolution des positions politiques sur les droits des femmes et le droit universel à la santé et à la reproduction. Qu'est-ce qui préoccupe le plus votre organisation en ce moment? Et il y a tellement de choses, bien sûr. Peut-être c'est difficile de se concentrer sur une. Mais où voyez-vous des opportunités en particulier en ce qui concerne les partenariats pour faire avancer ce programme? Et merci beaucoup, Helen. Permettez-moi de dire bonjour à Natalia de Bellagio. Et la dernière fois que je vous ai vu au Conseil de Rome, et vous savez, euh, si vous me permettez, parlez, agissez comme vous le faites. Et nous devons continuer à construire à partir de l'inclusivité et l'égalité entre générations. À partir d'aujourd'hui et pour les millénials, l'égalité est très importante. Mais qu'est-ce qui me préoccupe? Bon, c'est tellement grand. Je sais que je n'ai
pas le temps de parler beaucoup, mais je vais donner un exemple très rapide. À chaque année, pendant la saison de pluie, les femmes deviennent, les régions sont très, euh, le sol est détruit, les maisons sont détruites. Il y a plusieurs personnes qui n'ont plus où habiter, surtout les femmes et les filles. Si on va à Karibati, le niveau de l'eau est en train d'augmenter et ceci met en risque les populations. Et si on va à Mali, à Niger, la sécheresse aussi est un problème très grand. Le problème du genre est tellement grand et tellement interconnecté avec toutes les choses de nos vies qu'on ne sait même pas où commencer. Dali a mentionné la guerre en Ukraine et aussi les femmes en Somalie, en Éthiopie. Les hôpitaux sont en train de s'écrouler. Et si on prend les changements climatiques, les désastres climatiques, les crises de santé et les guerres, ce panel est très, très important en ce moment. Nous allons atteindre le 8 milliards de personnes sur la planète et plus que jamais, l'égalité est importante. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Anita et Moira ont parlé de la partie du financement, la partie économique. Mais aujourd'hui, l'argent coûte beaucoup, coûte très cher. L'argent ne vient pas sans d'autres coûts. Donc, comment on peut assurer les ressources et bien les investir? Nous sommes plus forts et plus fortes ensemble, comme Gabriela l'a dit. Allons mettre les enfants à l'école. Allons nous assurer qu'ils ne sortent pas de l'école et qu'il n'y ait pas de filles qui tombent enceintes précocement. Ayons une couverture universelle de santé. Il faut continuer à agir et mettre en place tout ce que nous discutons. Il y a tellement de discussions aujourd'hui. Ceci prend toutes nos énergies pour essayer de comprendre et pour essayer de convaincre les États membres. Il ne faut laisser personne de côté. C'est pour cette raison, il faut continuer les discussions. Il faut continuer de faire ce que nous faisons. Et nous sommes plus forts et plus fortes ensemble. Tous et toutes, nous devons continuer à faire exactement ce que nous faisons et ne pas nous arrêter parce que sur plusieurs angles différents, quelqu'un qui travaille sur le terrain, j'ai visité toutes les 6 régions et les femmes de ces régions, elles sont des leaders au sein de leur communauté. Et leur présence est tellement importante. Elles font des choses fantastiques, il ne faut pas l'oublier. Et honnêtement, pour conclure à ce que Dali a dit, j'ai participé au sommet pour l'éducation à Paris. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et comme on l'a dit aujourd'hui, voilà une des solutions. Il faut avoir pour le sommet de l'éducation, pour le sommet de l'avenir, nous devons avoir des écoles en sécurité et assurer que les jeunes et les enfants reçoivent une éducation partout. On va continuer à entreprendre cette bonne lutte. Et c'est incroyable. Je suis émerveillée d'être parmi tous ces conférencières et conférenciers de haut niveau. Merci pour le travail que vous faites et c'est important ce que Loïsa dit. Il ne s'agit pas uniquement de l'ONU. C'est toujours sur la question des femmes qui ne sont pas capables, par exemple, aux États-Unis, d'aller des endroits plus pauvres aux villes plus riches. On dit que les États-Unis sont le plus grand pays du monde et il faut qu'ils donnent l'exemple. Voilà le type de défi. Merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui. Merci, Diane. Et nous devons adopter ce slogan. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut travailler de façon incessante.
Et donc, chaque membre du panel, si vous pouvez dire quelque chose maintenant, vraiment, pour aider notre public à penser à ce que nous devons faire. 1 minute de réflexion. Euh, j'ai été inspirée par tout ce qui a été dit et ce que Dali a dit. Nous sommes ensemble dans cette lutte et il faut adopter une position de lutte constamment et absolument, nous devons nous rappeler que nous avons des amis dans le monde entier et nous pouvons apprendre avec eux et avec elles. Merci encore une fois de m'avoir ici. Merci Lois. Dali, 1 minute de réflexion de votre part. Bon, je suis extrêmement inspirée de tous ces leaders. Je veux uniquement dire que nous sommes plus forts et plus fortes ensemble. Et lorsque nous échangeons les leçons apprises par toutes les régions, on devient plus fort plus rapidement. C'est ce que nous devons faire parce que nos valeurs féministes sont menacées par ces systèmes patriarcaux et il faut qu'on soit plus rapide et qu'on travaille ensemble. Merci de m'avoir ici. Merci. Moira, une réflexion rapide de votre part. Je veux uniquement dire que je répète pendant ces conversations autour du besoin de changer. Il faut agir. Nous avons le pouvoir et l'opportunité d'être agents et agentes de changement. On ne doit pas être président ou à la tête d'un gouvernement. Nous avons tous toute une voix individuellement et on peut rassembler ces voix collectivement. Et au lieu de rester sans rien faire, il faut utiliser le pouvoir que nous avons, chacun et chacune. Mettons notre pouvoir en action. Voilà. Gabriela, une réflexion rapide. J'aimerais, si on veut vraiment faire des changements dans le monde, si on veut être plus inclusif et égalitaire, nous devons avoir la santé pour tous et toutes. C'est la seule façon de vraiment pouvoir développer nos capacités d'être une meilleure planète et assurer de mettre les femmes au centre des décisions. Et si on peut donner aux femmes une voix, alors on va voir les changements que nous voulons voir. Si nous voulons croire que ceci sera vrai, nous devons agir. Merci. Et finalement, augmenter la collection, la collecte de données, plus d'activités et partout dans le monde pour responsabiliser les gouvernements. Merci. Bon, j'ai mon propre message ici. La solidarité, nous sommes plus forts ensemble. Il faut agir. Et nous pouvons le faire. Utilisez votre pouvoir. Et comme Diane a dit avant, ne vous arrêtez pas. On ne peut pas s'arrêter. Voilà les messages les plus forts d'aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes d'avoir pris la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous, Hélène, mais moi, j'ai été vraiment émerveillée. Les conférenciers, les conférencières ont été très inspirateurs, tout ce qu'ils ont dit, et les excellents points des orateurs. Euh, et même, j'ai pris des notes, les mêmes notes que vous, Hélène, mais ce qui a été vraiment souligné, c'est le pouvoir que nous avons dans nos différents espaces, à tous les niveaux, au niveau mondial, mais même au niveau communautaire. Nous avons ce pouvoir pour travailler vers l'égalité de genre. Et les femmes ont le pouvoir de mettre le monde en mouvement. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allons faire avec le pouvoir que nous avons?
Merci encore une fois à Ellen et les personnes qui ont partagé leur vision sur l'importance de la voix, du choix et de l'autonomie des femmes dans tous les secteurs et l'égalité des genres à tous les niveaux. Nous allons continuer avec notre segment de conclusion avec le Dr Vera Sangwe, qui est sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et aussi secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique. Dès sa nomination, elle est devenue la première femme à diriger l'institution en 60 ans d'histoire. Et, euh, et le docteur Vera ne peut pas être présente elle-même, mais nous aurons la directrice des Nations Unies qui va parler au nom du docteur Sangwe qui ne peut pas être avec nous pour des questions de climat. Merci, Madame l'animatrice. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et le docteur Sangwe regrette de ne pas être ici avec vous et je vais parler à sa place. Merci de ces réflexions très inspiratrices sur les points de conclusion et qui ont capturé l'appel à l'action qui émerge de cette conversation. Effectivement, nous sommes dans un moment de crise, dans un moment de fragilité et la voix, le choix et l'autonomie des femmes est sérieusement en péril. Je veux parler du fait que au milieu de toutes ces crises, les femmes, elles continuent à être des leaders, elles continuent à résoudre les problèmes et elles continuent à se positionner pour tous et toutes. Et j'aimerais vraiment reconnaître et célébrer ce leadership continu des femmes qui sont à la tête des décisions et aident à mitiger les crises au sein des communautés, des familles et des nations. C'est important de reconnaître ce leadership continu des femmes à tous les niveaux de la société. Et ceci nous fait avancer par les crises et les défis. Ça, c'est le premier point. Et j'aimerais aussi célébrer cela et célébrer chacun et chacune d'entre vous ici qui vraiment a un rôle très important pour élever le rôle des femmes à tous les niveaux de la société et dans tous les contextes. Le prochain point, c'est que l'une des stratégies clés qui a été mise en place en termes de leadership des femmes, c'est la législation. Et je pense que c'est le moment de reconsidérer la législation et l'efficacité de ces lois. Il y a une tendance de se cacher derrière les lois et penser qu'elles sont suffisantes en termes d'avancer le leadership des femmes, mais ceci ne montre pas ce qui est vraiment en train de se passer. Est-ce que nous voyons vraiment tous les niveaux de leadership des femmes à tous les niveaux de la société? Et je pense que nous devons aussi étendre ce contexte aussi dans le secteur privé. Ceci me mène au prochain point. Lorsqu'il s'agit de la santé, comment est-ce qu'on peut élever les femmes dans l'industrie de la santé en tant que consommatrices et entrepreneurs? Nous savons que c'est une industrie énorme et aussi notre rôle dans ce domaine et comment pouvons-nous permettre que les femmes dans le monde des affaires, comment elles peuvent se bénéficier et devenir une partie de celles qui tirent du profit dans cette industrie. Quand nous parlons de santé, il faut vraiment continuer à travailler sur l'exclusion des femmes. C'est un point fondamental. Nous devons continuer à lutter et défendre le droit des femmes parce que même pendant les récentes crises, l'exclusion financière des femmes s'est amplifiée.
et leur fragilité et leur vulnérabilité sont devenues encore plus grandes. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de fragilité et de vulnérabilité, mais les femmes continuent à agir et à lidérer. Et il faut continuer à nous mobiliser, à faire des réseaux et faire des stratégies. Et c'est absolument critique d'aborder les barrières culturelles et de tradition et politiques. Nous, en tant que femmes, tous les jours, dans toutes les sphères de la vie et dans toute la société, nous continuons à avoir de la résilience et nous continuons à aider nos familles, nos sociétés, nos pays, vraiment. Mais il y a toujours des barrières et il faut faire face à ces barrières. Et j'aimerais vous remercier à tous et à toutes de nous avoir invités pour cette discussion. Et je veux souligner que nous sommes en solidarité avec tous et toutes et certainement, nous n'allons pas nous arrêter. Il faut continuer à promouvoir l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes. Il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs projets et on veut vraiment continuer à travailler avec tous et toutes. Et l'autonomisation des femmes, c'est l'autonomisation de toute la société. C'est le message que nous continuons à transmettre et c'est vraiment notre objectif. Merci beaucoup. Merci, Dr. Guimero, pour nous parler au nom du Dr. Sangwe. Et on a besoin d'avoir plus de réflexion à propos de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Docteur Guimero, vous avez soulevé quelques points clés. Nous devons être actifs et nous devons continuer à nous engager, spécialement sur l'institution et la culture et les traditions qui continuent à être contre le rôle des femmes et il faut assurer la voix des femmes. Et je veux juste dire merci à chacun et chacune des conférenciers aujourd'hui. Cette discussion a été fondamentale. Qu'est-ce que nous pouvons faire, chacune et chacun d'entre vous, pour vraiment agir et ensemble, en partenariat, que pouvons-nous faire pour avancer les questions clés relatives au genre? Et en concluant cet événement aujourd'hui, je veux passer la parole à notre public et je veux que vous partagiez vos commentaires et vos questions. Une chose après avoir vu ces discussions, on vous demande toujours, donc, qu'est-ce qui vient maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire après cette discussion et ces points qui ont été soulevés? Et je veux écouter notre public. Et la question que j'ai pour vous, en un mot, quelle action transformatrice est nécessaire pour assurer que les femmes n'aient pas seulement une place, mais une voix? Je vais transformatrice qui est nécessaire pour assurer que les femmes n'aient pas seulement un, un- un endroit à table, mais aussi une voix à la table des discussions. L'égalité, la solidarité, l'utilisation du pouvoir, écouter, collaboration, voter. Définitivement, des aspects clés. L'engagement, l'inclusion, l'implication, le soutien, le support, le respect, la responsabilité. C'est vraiment fantastique et sous la perspective de ceux qui ont fait partie de cette discussion vraiment formidable. On voit que la responsabilité est un mot-clé
qui ont été soulignés dans tout- toutes les conférences. Et autour de l'égalité de genre, il n'y a pas suffisamment d'action en ce moment. Et définitivement, nous avons beaucoup encore à faire par rapport à la responsabilité. Et ensemble, nous pouvons le faire. Sur cette note, encore une fois, j'aimerais remercier chacun et chacune d'entre vous de votre participation et pour toutes les contributions précieuses. Beaucoup de choses doivent être faites et peuvent être faites. Et en partenariat, ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence pour les femmes et les filles. Et en soutenant le leadership politique des femmes, nous construirons un monde plus juste, plus égal et meilleur pour tous et toutes. Mais avant de partir, il y a un poème qui sera présenté pour la clôture. Il y a exactement un an, le 13 juillet 2021, Mubi Macharia, un poète du Kenya, s'est adressé aux dirigeants mondiaux avec un poème. Cette année, elle revient sur une année écoulée et elle demande aux dirigeants mondiaux et à chacun et chacune d'entre nous, qu'avons-nous fait? Écoutons Mumbi qui dit, je suis né pour écrire et pour interpréter de la poésie. Et elle est beaucoup plus que ça. Donc, je vous passe la parole, Mumbi Macharia, pour son poème Parler. Merci. Choix, voix et autonomie. Je viens de Nairobi. Elle vient de Nairobi, de Kaboul, du Texas. Et, et avant de signer la ligne, et tu n'étais pas arrêté pour demander qu'elle pense. Nous sommes en colère et ne prenez pas à la légère. Il dit sur le menu, si on n'est pas assis à table, est-ce que ça vous sonne familier? Le temps s'écoule, donc si on ne nous donne pas la liberté, on va la prendre. Et à cette table où vous refusez de nous inclure, il faut remuer les choses. On a chanté son corps, son choix, mais c'est votre voix. Et son corps, ce n'est pas un écran pour la politique. Et son autonomie, pourquoi est-ce que vous punissez nos corps pour des crimes qu'on n'a pas commis? L'amour est un verbe et c'est un nom. Et mes sœurs qui sont dans la salle, on veut avoir le droit à plus qu'un verbe et un pronom. Les dominos sont en train de tomber. Et depuis que j'étais adolescente, et même avant cela, vous m'avez enseigné que tous les hommes réussis ont une femme derrière et à côté d'eux. Donc, qu'il n'a jamais eu vraiment pu donner une plateforme à la femme. Il a pensé que ça serait suffisant de lui faire parler de mots. On peut lui donner plus de temps. Ne perdons pas de temps pour réitérer. Et en échange de mon vote, je ne veux pas des notes, je veux juste du changement. Nous sommes fatigués de cette danse. 2 pas à l'avant, 50 années à l'arrière. Je suis une femme et je suis noire. Vous pouvez éviter tout ce que je n'ai pas le droit à avoir. Ma liberté est sous attaque. Je veux vivre ma vie pleinement. Donc, comprenez que demander à une femme pourquoi elle n'a pas fermé ses jambes et pourquoi nous demander à un homme qui a été tué, pourquoi il n'a pas évité euh, la, ce, ce coup de fusil. Donc, entre les sœurs et entre les frères, il n'y a personne qui est plus égal que l'autre.